Très bien, mes chers collègues, je vous souhaite la bienvenue. Donc pour notre première audition dans cette journée, au cours de laquelle nous allons entendre Monsieur Emmanuel Razavi, que nous accueillons. Monsieur Razavi, vous êtes grand reporter et spécialiste du Moyen-Orient. Vous avez écrit plusieurs ouvrages. La pieuvre de Téhéran, aux éditions Le Cerf en cette année, La face cachée des Mollahs, toujours au Cerf en 2024, ou encore le projet de point, la stratégie de conquête et d'infiltration des frères musulmans en France et dans le monde, l'Artilleur, édition L'Artilleur en 2019. Vous collaborez régulièrement avec différents titres de presse et connaissez particulièrement bien la situation de la République islamique d'Iran. Aussi, je vous soumettrai, monsieur, quelques questions en guise d'introduction, et ensuite, vous pourrez prendre la parole pour un propos liminaire d'une dizaine de minutes, puis le rapporteur et le cas échéant des collègues pourront poser leurs questions. En introduction, j'aurai deux premières questions auxquelles vous pourrez répondre dans votre propos liminaire. Premièrement, dans vos travaux, vous décrivez une stratégie d'influence mise en œuvre par la République islamique d'Iran qui viserait certains élus et certaines institutions françaises. La question est comment s'exerce cette influence et quelles sont les personnes les plus susceptibles d'être approchées. Seconde question, les relations nouées par des agents de la République islamique d'Iran avec certains élus que vous dénoncez dans vos publications traduisent-elles une forme de méconnaissance des objectifs poursuivis par cet État ou plutôt une convergence reposant sur des intérêts communs? Avant de vous céder la parole, je vous remercie de nous déclarer, le cas échéant, tout intérêt, public ou privé, de nature à influencer vos déclarations. Et je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vais donc vous inviter à lever la main droite et à dire « Je le jure ». Monsieur Razavi, nous écoutons donc pour votre propos liminaire en vous remerciant d'être venu pour cette audition. Je vous remercie de m'accueillir. Je vais utiliser le micro. Voilà, ça marche. Ouais. Je suis un homme de l'écrit, mais je vous prie de m'excuser parce que j'ai beaucoup de feuilles que j'ai apportées avec moi pour répondre du mieux possible aux questions. Monsieur le Président, vous m'avez adressé deux questions. J'ai trouvé des questions fort à propos. Vous permettrez que j'y réponde dans le propos liminaire. Et bien sûr, si vous le souhaitez ensuite, je pourrai y revenir. Mesdames et messieurs les députés réunis en cette honorable assemblée, vous l'avez dit, Monsieur le Président, je m'appelle Emmanuel Razavi, je suis un Français d'origine iranien, un franco-iranien, comme on le dit. Je suis grand reporter, je passe une partie de ma vie entre le Moyen-Orient et la France, et je collabore avec Paris Match, Franc-Tireur, Atlantico, Le Figaro, Écran de Veille, ou encore Historia. Je viens de coordonner, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, avec mon confrère, grand reporter Jean-Marie Montali. Alors je viens d'écrire avec lui un livre qui s'appelle La pieuvre de Téhéran et de coordonner un rapport sur l'ingérence iranienne qui sera, je crois, envoyé demain à l'Assemblée nationale, qui a été dirigé et présidé en fait par Gilles Platré, qui est le maire de Chalon-sur-Saône. On pourra peut-être en parler éventuellement tout à l'heure. Ce qui est important, c'est que je me dois de vous préciser que je travaille depuis plus de 20 ans sur l'islamisme frériste et sur les réseaux iraniens. Mon premier reportage sur le Hezbollah, la milice chiite pro-iranienne qui est au Liban, remonte à 1996, qui ne me rajeunit pas. Et mes premiers reportages sur les frères musulmans remontent aux années 2000. En tant que journaliste, je suis beaucoup au Moyen-Orient, mais j'ai vécu aussi plusieurs années au Moyen-Orient. J'ai vécu dans le Golfe Persique, j'ai vécu également en Afghanistan. Durant mes enquêtes, comme d'autres de mes camarades, j'ai plusieurs fois failli perdre la vie lors de mes reportages. J'ai été blessé et j'ai vu les islamistes tuer sous mes yeux, ce qui pour moi est important, parce que je sais ce dont ils sont capables. Tout ce que je vais vous raconter cet après-midi provient de mes enquêtes qui ont été publiées donc, par les grands médias que j'ai cités précédemment, et donc du livre que nous avons écrit avec Jean-Marie Montali, qui a été publié aux éditions du Cerf, La pieuvre de Téhéran. Je me dois d'être clair et de vous dire comment et quelle a été notre méthodologie, ce que nous avons fait pour récupérer, en fait, recueillir ces informations. Nos enquêtes reposent notamment sur l'analyse de documents écrits
vidéos et photos, j'en ai transmis d'ailleurs quelques-unes hier soir par mail, ainsi que sur des entretiens que nous avons eus avec un ancien agent infiltré de la DEA au sein du Hezbollah et des Gardiens de la Révolution, le bras armé du régime iranien, avec un ancien agent double français infiltré au sein des services secrets iraniens, qui s'appelle Mathieu Gadiri, j'y reviendrai. Entretien que nous avons eu aussi avec Mohsen Shazegara, qui est le cofondateur du corps des Gardiens de la Révolution islamique, qui était d'ailleurs présent à Paris en 1978 aux côtés de l'ayatollah Khomeini, et qui nous a expliqué comment depuis Paris, ils avaient créé le corps des Gardiens de la Révolution. On pourra y revenir si vous le souhaitez. Mais nous avons parlé aussi avec un ex-officier subalterne, un lieutenant des Gardiens de la Révolution islamique, évidemment qui a témoigné sous anonymat. On a parlé aussi avec une personnalité qui était liée qui l'est toujours d'ailleurs, au service secret iranien, et un ancien diplomate iranien qui a été en poste en Europe et évidemment qui a témoigné sous anonymat, mais qui nous a donné beaucoup d'informations. J'insiste là-dessus parce que dans certaines de mes publications, comme Paris Match, parfois, nous avons publié en fait ces informations après les avoir vérifiées, évidemment, pour vous dire à quel point nous avions des informations qui arrivaient aussi de l'Iran par des gens qui essayent de s'acheter aujourd'hui, je dirais, une conduite ou en tout cas une assurance vie en parlant aux journalistes. Mes informations, je les ai aussi recueillies en me rendant en Irak, à la frontière iranienne, dans le Golfe Persique, en Allemagne, évidemment en France, voilà, où j'ai pu rencontrer des membres d'organisations travaillant en fait pour les services de renseignement des différents mouvements de l'opposition iranienne. Comme mes confrères et camarades Nora Bussini ou Omar Soleiman, qui ont déjà témoigné devant vous, je suis régulièrement menacé de mort par les islamistes et je tenais à le rappeler parce que les journalistes aujourd'hui en France, nous vivons un calvaire. Je suis régulièrement insulté par leur soutien d'extrême gauche en raison des révélations évidemment que je publie dans mes articles, mais nous avons un point en commun avec Nora et Omar, c'est que nous avons tous trois des origines orientales et qu'évidemment ce que nous racontons en tant que grands reporters ou journalistes d'investigation, ça ne va pas dans le sens de leur récit victimaire. Je me dois de vous dire que je me réjouis particulièrement de témoigner devant vous aujourd'hui. Je suis vraiment honoré, croyez-le sincèrement, moi le fils d'immigrés iraniens, de me trouver devant vous. Je pense que vous faites preuve d'un courage immense, réellement, car parler de l'islamisme aujourd'hui en France, c'est évidemment risquer sa vie, et je dirais au mieux sa réputation. L'islamisme dont je vais vous parler aujourd'hui, donc, c'est celui qui est parrainé par la République islamique d'Iran dans notre pays. République islamique d'Iran qui, depuis 1979, l'année de son avènement, a fait du terrorisme, de l'espionnage et de l'influence ses trois marques de fabrique. La République islamique, et vous pourrez me questionner, évidemment, je répondrai, il faut être clair, elle a pour projet de porter le chaos sur le territoire français. Pour cela, elle instrumentalise la cause palestinienne en manipulant des militants, des cadres politiques, parfois d'extrême gauche, mais il peut arriver que ce soit d'autres partis également, et les manipuler, si vous voulez, en allant chercher des gens qui sont acquis à la cause palestinienne, donc notamment de ces proxys palestiniens, ainsi qu'à la cause du Hezbollah, et parfois des frères musulmans. Ces personnes que les Iraniens, que les services secrets iraniens manipulent, ont à leurs yeux une fonction. Elles sont manipulées parce qu'elles devront diffuser, dans un deuxième temps, des éléments de langage favorables au régime des Mollahs, mais surtout à ces proxys palestiniens et libanais comme le Hamas, que je viens de rappeler, comme le FPLP et le Hezbollah, pour influer sur la politique de la France. Et je détaillerai tout à l'heure précisément la méthode. Quels sont, par exemple, ces éléments de langage que vous entendez régulièrement à la télévision ? Par exemple, expliquer que l'organisation terroriste Hamas est un mouvement de résistance, tout en expliquant que pendant la Deuxième Guerre mondiale, les gens qui appartenaient à la résistance française étaient aussi accusés d'être des terroristes par les Allemands. Je vous prie de m'excuser, je cherche la page qui suit, qui me manque. Donc j'ai un petit problème de page, mais c'est pas grave. Si vous voulez, parmi ces éléments de langage, il y a aussi deux autres choses qui sont importantes. On entend beaucoup dire, certains analystes, que si la République islamique d'Iran venait à tomber, alors l'Iran deviendrait la Syrie
ou l'Irak. Je précise, étant spécialiste de l'Iran, étant d'origine iranienne, tous les mouvements d'opposition iraniens, qu'ils soient de gauche, qu'ils soient ethniques comme les Kurdes par exemple, ou monarchistes ou libéraux, sont pour la démocratie et sont laïques, et aucun d'entre eux ne veut aujourd'hui la partition de l'Iran, à part quelques groupes minoritaires. C'est vous dire si ces analystes en général répètent à l'envi sur les plateaux de la télévision française ou à la radio, un propos qui est plutôt inepte pour quelqu'un comme moi. Ces gens-là aussi expliquent que l'Iran, la République islamique d'Iran, est un gage de stabilité pour le Moyen-Orient et qu'évidemment, si elle venait à tomber, à ce moment-là, le Moyen-Orient s'embraserait et que nous risquerions de vivre une nouvelle crise migratoire. Tout cela, mesdames et messieurs les députés, est un récit qui est construit à Téhéran par les services secrets iraniens et qui est diffusé via le ministère des Affaires étrangères à travers tout le réseau des ambassades iraniennes dans le monde. Il y a une centaine d'ambassades iraniennes, il y en a une en France, vous le savez, et j'y reviendrai tout à l'heure. Le véritable objectif, en fait, des services secrets iraniens et donc de la République islamique, c'est surtout de faire passer un message au gouvernement français. C'est de lui faire peur d'abord, mais aussi c'est de lui faire passer le message en instrumentalisant en fait des groupes qui peuvent être parfois des groupes d'étudiants, j'y reviendrai, ou des groupes de militants en fait politiques qui vont manifester, qui vont soutenir la cause de ces proxys, de lui faire passer le message que Téhéran et ses services ont la capacité de soulever des foules sur le sol français. Pour être très clair, parce que tout le monde n'est pas spécialiste évidemment de la République islamique d'Iran, je veux ici rappeler le postulat de la République islamique, qui est inscrit dans le préambule de la Constitution de la République islamique d'octobre 1979, qui dit clairement qu'il faut porter le djihad à travers le monde, en s'appuyant sur les textes de son fondateur, l'ayatollah Khomeini. Le même ayatollah Khomeini qui préconisait dès les années 70 la conquête des territoires non musulmans. Conquête des territoires non musulmans, entre guillemets, je le cite. Le même ayatollah Khomeini qui, bien que chiite, a été inspiré par les frères musulmans égyptiens et leur projet de califat. Je pense que nous y reviendrons aussi. Alors pourquoi la cause palestinienne sert-elle autant l'influence iranienne ? Il faut remonter à 1973. L'ayatollah Khomeini, à l'époque, voit le chef de l'OLP, Yasser Arafat, faire la couverture des grands magazines européens et américains alors que ces miliciens détournent des avions, commettent des attentats, et que Yasser Arafat va parler aux journalistes et se faire prendre en photo le revolver à la ceinture. Khomeini, en observant cela, comprend en fait que la cause palestinienne est une cause en fait qui apparaît comme étant romantique aux yeux des intellectuels occidentaux et des journalistes, évidemment. Que fait-il ? Il va demander à son bras droit, ce qui s'appelle Ali Akbar Mohtachamipour, et je tiens toutes mes notes à votre disposition, il va lui demander d'aller rencontrer Arafat. Le courant va si bien passer qu'Arafat va proposer au bras droit de Khomeini, donc Mohtachamipour, de rejoindre un de ses camps d'entraînement palestinien dans la plaine de la Beka, au Liban. Mohtachamipour, le bras droit de Khomeini, est alors formé à la lutte armée, mais il est aussi formé au narratif révolutionnaire, celui du faible contre le géant impérialiste. Et ces mots-là ont un véritable sens pour ces gens. Il est aussi formé à tous les éléments de langage de la dialectique révolutionnaire. Le résultat est tel que plusieurs proches de Khomeini, parmi lesquels Ahmad, qui est l'un de ses fils, suivront dans ces camps. Ils vont s'y lier d'ailleurs d'amitié avec des révolutionnaires d'extrême gauche, pour certains qui sont étudiants et qui vont commettre des attentats au nom de la cause palestinienne. On se souvient notamment, pour le plus célèbre de ces groupuscules, de la bande Abadr. Islamistes et gauchistes ont alors en commun, en tout cas c'est ce qu'ils découvrent, de partager en fait un idéal révolutionnaire, et au sein de cet idéal révolutionnaire qu'ils partagent, d'avoir les mêmes combats contre l'impérialisme, contre l'Occident, et contre ce qu'ils appellent le colonialisme, et évidemment contre le sionisme. Mohtachamipour, donc le bras droit de Khomeini, deviendra rapidement le cofondateur des Gardiens de la Révolution islamique, entraîné et formé par Yasser Arafat, qui a l'image d'un héros en Europe romantique.
Et puis en 1982, c'est ce même Motachamipour, entraîné dans les camps palestiniens, qui a co-créé le corps des gardiens de la Révolution, eh bien, qui va coordonner la création du Hezbollah au Liban. Il le fait depuis l'ambassade de Syrie, où Khomeini l'a nommé ambassadeur. Une chose qui est importante, c'est que Motachamipour, comme Khomeini, comme Ahmad, le fils de Khomeini, sont anticommunistes. Et quand la République islamique va être proclamée, ils vont faire en sorte de garder des liens et de préserver leurs liens avec les gens d'extrême gauche à l'extérieur de l'Iran, mais à l'intérieur de l'Iran, 1 an et demi après la prise de leur pouvoir, ils vont les faire massacrer. Ce sont des dizaines de milliers d'exécutions. Des avocats travaillent aujourd'hui sur la mise en place, je pense à un avocat franco-iranien qui est Herbot Degani-Hazar, qui travaille sur la mise en place d'une cour pénale internationale pour juger les auteurs de crimes contre l'humanité en Iran. Voilà, et donc il y a une véritable recherche qui est faite là-dessus. Khomeini, le fils Khomeini, va devenir une figure centrale de la République islamique d'Iran, et lui, il va être, si vous voulez, l'un des liens, je dirais même le lien principal entre son père, le chef de la République islamique, le guide, et donc les gardiens de la Révolution. Dès 1980, les nouveaux services secrets iraniens, donc recréés par Khomeini, parce qu'il a fait exécuter tous ceux qui servaient sous le régime du Shah d'Iran, et notamment les services secrets du corps des gardiens de la Révolution. En Iran, il y a plusieurs services de renseignement, il y a plusieurs agences de renseignement, je détaille ça dans notre livre avec Jean-Marie. Donc ces services secrets iraniens, ils passent un accord avec le FPLP, dont on entend beaucoup parler, à Paris depuis 3 ans. Le FPLP, donc, c'est le Front populaire de libération de la Palestine. Cet accord consiste à financer ces combattants, à leur fournir des armes et une formation paramilitaire. En échange, l'organisation terroriste, parce que le FPLP est une organisation terroriste, elle est sur la liste d'organisations terroristes européennes, le FPLP donnera accès aux services secrets iraniens à ses relais dans les universités et les milieux du militantisme européen. Vous voyez donc comment la boucle s'opère depuis les services secrets iraniens jusqu'en France, notamment, mais c'est vrai aussi en Espagne ou en Italie, via des organisations palestiniennes et leurs relais chez nous. Le même deal sera passé à partir de 1988 avec l'organisation terroriste Hamas, qui se présente dans sa charte constitutive comme la branche palestinienne des frères musulmans. La cause palestinienne sert ainsi depuis 46 ans de véhicule pour agiter les étudiants dans les universités, ainsi que les militants ou les cadres de mouvements d'extrême gauche. Les services secrets iraniens les utilisent de façon très opportuniste en fonction de leurs besoins. Pour être précis, à Paris, le centre névralgique des services secrets iraniens, et notamment des services secrets des gardiens de la Révolution islamique, c'est l'ambassade de la République islamique d'Iran, avenue d'Iéna. Pardonnez-moi, mais je me dois d'être très précis, parce qu'il faut que les choses soient dites. Et je répondrai à nouveau à vos questions. Vous vous demandez évidemment, sans doute, quels sont les éléments qui me font dire cela. C'est depuis ces bureaux que des agents épluchent la presse pour opérer de véritables castings, c'est-à-dire repérer des profils de chercheurs, de journalistes, d'anciens diplomates, qui pourraient relayer les éléments de langage fabriqués à Téhéran. Une chose est importante. Les services secrets iraniens, et c'est Mathieu Galleri qui nous l'a expliqué, mais ça a été confirmé par l'agent irano-américain que nous avons interviewé avec Jean-Marie, Amir Hamidi, ils savent que la cause iranienne, elle n'est pas elle n'est pas très sexy, pardonnez-moi l'expression, auprès, des militants français. Et donc, ils préfèrent les approcher, tous ces gens-là, en instrumentalisant la cause palestinienne, beaucoup plus romantique, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. La préférence des gens qui opèrent à l'ambassade va à ceux qui ont l'oreille de l'opinion publique, évidemment, et surtout des partis politiques. Une fois qu'ils les ont sélectionnés via la télévision, des journaux qu'ils épluchent ou des radios, ils les approchent ensuite lors de conférences, de dîners dans des restaurants iraniens, dîner ou déjeuner, restaurants de la capitale, mais aussi de soirées qui peuvent être organisées dans des appartements très discrets de Paris. Parmi ces gens qu'ils approchent, beaucoup disent non,
D'autres acceptent de collaborer avec eux, parfois par idéologie, d'autres pour de l'argent. Jamais des grosses sommes, c'est ce que nous avons constaté. D'autres simplement parce que l'ambassade d'Iran leur facilite l'obtention d'un visa pour se rendre à Téhéran. Ils peuvent ainsi, à leur retour, se vendre à des grandes entreprises comme spécialistes de l'Iran, parfois à des journaux aussi, toujours comme spécialistes de l'Iran, évidemment auxquels ils diffusent en fait un narratif qui est plutôt assez rassurant, plutôt bienveillant sur le régime des mollahs iraniens. Les services secrets iraniens, je voudrais le préciser, ça a aussi son importance, sont formés depuis 1979 par les services secrets russes. Leur méthodologie, c'est une méthodologie qui est russe. Ce qui fait que, alors je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais avec d'autres camarades avec qui nous enquêtons, nous avons pu remarquer depuis 3 ans, effectivement, dans certaines manifestations, qu'il y avait parfois des gens qui étaient liés à l'ambassade d'Iran. Moi, je suis spécialiste, donc j'arrive à savoir qui. Mais dans ces mêmes manifestations, on retrouvait en fait des gens qui étaient en fait proches, de la Russie, qui étaient des agents en fait, tout simplement, en fait, d'influence de la Russie. Depuis le 7 octobre, justement, les services secrets iraniens donc, œuvrent à faire converger, plus que jamais, leur relais, partis d'extrême gauche pro-palestiniens, militants pro-palestiniens, islamistes, ou encore une fois d'extrême gauche, en exploitant leur convergence révolutionnaire. Pourquoi le phénomène s'est-il accéléré, et même je dirais autant accéléré, simplement parce que la République islamique d'Iran, et c'est un élément de contexte géopolitique que je dois vous dire pour que vous compreniez pourquoi il se passe ça, est très fragilisée. Aujourd'hui en Iran, et c'était déjà le cas il y a 3 ans, l'Iran a 2/3 de sa population aujourd'hui qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Vous avez plus de la moitié des Iraniens qui ne peuvent pas se nourrir plus d'une fois par jour. Vous avez une inflation sans précédent en Iran. Vous avez 2/3 du territoire aujourd'hui qui n'a plus accès en fait à l'eau potable. Vous avez toutes les grandes villes iraniennes aujourd'hui qui n'ont accès à l'électricité que quelques heures par jour. Ce pays vit une tragédie. Et il est important que vous le sachiez. C'est ce qui fait en fait que les services iraniens ont besoin de maintenir au maximum le régime en place, alors qu'il est de plus en plus contesté par la jeune génération. Vous savez qu'en Iran, la moyenne d'âge, c'est 32 ans. Et que cette jeune génération, une récente étude qui a été publiée d'ailleurs par la Fondapol, mais qui a été réalisée en partenariat avec l'Institut Gaman, qui est un institut qui analyse les tendances en Iran, dit que 81% des Iraniens ne veulent plus de la République islamique. Les jours de la République islamique d'Iran, de fait, sont comptés. Je ne dis pas que ça tombera demain, ça tombera peut-être dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, mais en tout cas, ce régime est fragilisé. Quand il est fragilisé, sa façon de réagir, c'est le terrorisme et l'influence. Et évidemment, donc, il utilise ses ambassades. Vous allez me dire, comme toutes les ambassades de tous les États forts, ou qui ont la capacité de le faire, évidemment, le font. Sauf que l'Iran n'est pas un État comme les autres, c'est pas les États-Unis, c'est pas l'Angleterre ou l'Espagne, c'est un pays qui est un pays terroriste, qui pose des bombes, qui a pris en otage des Français. Nous avons des otages actuellement à Téhéran, qui a tué des soldats français, qui a pris en otage depuis 46 ans plusieurs ressortissants français. Je voudrais vous expliquer aussi ce qu'est la posture des agents et des relais surtout des services secrets iraniens. Parce qu'elle comprend 6 étapes sur lesquelles j'ai un peu travaillé. La première étape, évidemment, c'est la contestation. Alors la contestation en général, c'est la contestation évidemment de l'Occident. D'accord ? Il faut savoir que quand ils contestent l'impérialisme, derrière l'impérialisme, ils considèrent qu'ils parlent de l'Occident, très souvent ces islamistes. C'est évidemment la victimisation, la médiatisation qui est très importante, la fascisation de leurs cibles, la décrédibilisation et éventuellement, ça arrive fréquemment, la juridisation. Je voudrais aussi revenir sur, vous avez reçu ma brillante consoeur Nora Bussini, et je voudrais le redire, elle a un courage phénoménal, cette journaliste, j'ai beaucoup d'admiration pour elle, nos chemins se croisent souvent, je mesure les risques qu'elle prend. Elle vous a parlé, elle vous a donné un exemple l'autre jour d'un agent d'influence iranien, je voudrais en reparler ici, il s'appelle Shahin Azami. Ce jeune homme dont elle vous a parlé, je crois que je vous ai adressé hier, madame, des photos par mail, mais il y a des photos de ce jeune homme, Shahin Azami, au ministère des Affaires étrangères iranien, avec des dignitaires du régime. Je peux vous garantir que tout le monde n'a pas accès à ces gens-là.
il y a des photos de ce monsieur qui prétend être journaliste dans un événement organisé par le Basij. Le Basij, c'est la milice civile des gardiens de la Révolution. Au mois de juin, ce monsieur distribuait des drapeaux de la République islamique d'Iran, place de la République, dans une manifestation dans laquelle, non loin, il y avait comme par hasard une eurodéputée de la France insoumise qui s'appelle Rima Hassan. On y reviendra tout à l'heure. Vous m'excuserez, je sais que Nora, vous en avez déjà parlé, il m'apparaissait très important d'insister sur ce qu'elle vous a dit, parce que ces gens sont dangereux, ces gens sont en contact avec la force Al-Quds des gardiens de la Révolution. La force Al-Quds, c'est l'unité d'élite des gardiens de la Révolution en charge de ces opérations extérieures. Quelles sont-elles? C'est notamment la guerre asymétrique, le terrorisme, l'influence, la cyberguerre, l'influence en ligne, compris dans la cyberguerre. Donc ces gens-là, aujourd'hui, sont des gens, me semble-t-il, à surveiller d'assez près. Chahine Azami, il fait l'objet, je crois, d'une plainte... il fait l'objet d'une enquête, je crois, des services de justice pour apologie du terrorisme. Je crois d'ailleurs qu'il a été mis en examen pour cette raison. Enfin, je ne crois pas, j'en suis sûr. Néanmoins, on le voyait encore ce matin sur les réseaux sociaux, très actif et évidemment relayé. Des propos contre des gens comme Enrico Macias, Nora Bicini, etc., qui vont tenir une conférence bientôt à Marseille. Voilà, je voulais vous le dire parce que journaliste, je suis menacé depuis des années. J'ai été blessé, moi, en travaillant sur les frères musulmans. J'ai eu plusieurs de mes amis qui ont été otages, qui ont été blessés parfois, d'autres qui ont été tués depuis 30 ans. Je m'interroge sur le fait que des gens comme ça soient en liberté, en fait, en France, quand nous, journalistes, n'avons pas de protection et nous sommes surtout menacés continuellement par les gens pour lesquels ils travaillent. S'il n'y avait que cela. J'ai révélé dans Atlantico et Franc-Tireur les relations de Mathilde Panot, de Thomas Port, de Erzilia Soudé, de Sébastien Delogu, avec un dénommé Salah Hamouri, dont vous avez beaucoup entendu parler, qui appartient au FPLP. Je rappelle encore une fois que le FPLP est une organisation terroriste. Elle est classée comme telle en Europe. J'ai raconté aussi, c'est important, comment la 13e section du Parti communiste avait accueilli à Paris des agents d'influence iraniens dans ses locaux pendant plusieurs années, de 2013 avec 2018. Nous le racontons dans notre livre « La pieuvre de Téhéran » avec Jean-Marie Montali. Nous avons les photos de cela. Étonnamment, une plainte qui a été déposée en fait en 2024 par Avocats sans frontières pour intelligence avec une puissance étrangère contre Thomas Port, Rima Hassan et Erzilia Soudé. Et je dis étonnamment pourquoi? Parce qu'elle a été classée sans suite en août 2025. Étonnamment, à chaque fois que les journalistes font le boulot, que des avocats s'en mêlent, ces gens-là ne sont pas poursuivis. À la suite de mon audition devant le Sénat en février 2025, une dame vraiment dont je voudrais saluer le courage, c'est la sénatrice Eustache-Brignot, a fait un signalement sous forme d'article 40 qui a reçu le même traitement malgré des éléments factuels que nous avions fournis. Je dis nous, pourquoi? Parce qu'était présent à mes côtés l'ancien espion français Mathieu Galéry, qui maintenant est retraité et donc a une parole, je dirais, beaucoup plus libre que lorsqu'il était évidemment en service. Si les mouvements d'extrême gauche pro-palestiniens sont la cible prioritaire des services secrets iraniens, il est important quand même de rappeler que Téhéran fait feu de tout bois. Vous avez des figures de l'extrême droite identitaire, comme Alain Soral, qui se retrouvent sur des bouquins Instagram, qui sont animés donc par les agents de la force Al-Quds, l'unité d'élite des gardiens de la Révolution, comme je vous l'ai dit, qui est spécialisée dans la guerre asymétrique. Mais ce n'est pas qu'à Paris que ça se produit. Récemment, il y a 1 an et demi, installé à Dijon devant, je crois, durant 2 ans et demi, un agent en fait de haut niveau de la force Al-Quds, Bachir Biazar, a été arrêté. Il était installé dans la capitale bourguignonne et il avait pour mission en fait d'y surveiller, les opposants iraniens qui y sont installés. Il y a une très forte diaspora iranienne à Dijon. J'en parle en connaissance de cause. Étant d'origine iranienne, j'ai grandi à Dijon. Il avait aussi la mission de faire la promotion des proxys palestiniens de Téhéran dans les milieux universitaires. Tout
Tout ça, je l'ai raconté en spécifiant que ce monsieur avait évolué à Dijon dans un écosystème qui était très particulier. Parce que Dijon, évidemment, c'est la Bourgogne. Et la Bourgogne, vous savez qu'il y a l'IESH. L'IESH, c'est cet institut frériste qui a été fermé, sur lequel moi j'avais enquêté pas mal depuis 25 ans, et qui était un institut des frères musulmans, dont on sait, parce que des policiers du renseignement, moi, me l'ont dit il y a des années, que plusieurs personnes qui ont été formées là sont parties rejoindre les rangs du djihad international. Dijon, je vous l'ai dit, forte présence frériste avec les réseaux de l'IESH, mais aussi en raison de la présence d'un imam qui, depuis des années, jouit de ses bonnes relations avec l'ancien maire de la ville, ancien maire socialiste. Je sais qu'il ne faut pas dire de nom, mais chacun aura reconnu. Islamiste en apparence soft parce que très, très élégant. Tous les islamistes ne portent pas des kalachnikovs. Et cet imam, donc, a permis à ces idées de prospérer en se faisant accepter du tissu politique et institutionnel et surtout en usurpant parfois des fonctions, notamment celles de représentant du culte musulman pour la région Bourgogne, parce que vérification faite il y a quelques années, il ne l'était pas alors qu'il se présentait comme tel à la préfecture. Et les autorités publiques n'ont rien trouvé à y redire visiblement, en tout cas jusqu'à présent. À Dijon, récemment, on voyait cet imam frériste posé en photo sur Twitter aux côtés d'une ancienne ministre, macroniste, membre du parti Renaissance, ex-députée, qui assumait publiquement sa présence à l'un de ces événements. Ce n'était pas la première fois qu'elle y allait, elle y avait déjà été précédemment, en présence d'ailleurs d'une des grandes figures européennes des frères musulmans. Ça avait été raconté dans la presse, ça ne l'a pas gênée, elle y est retournée, et en plus elle assume. Pour les services secrets iraniens, et peut-être en parlerons-nous, et leurs alliés algériens, parce qu'aujourd'hui, les services secrets algériens coopèrent de plus en plus sur le territoire français avec les services secrets iraniens. Je le dis, ce genre de compromission avec les frères musulmans, c'est évidemment une aubaine pour eux, mais c'est aussi un véritable danger pour la sécurité de notre République. Vous l'avez compris, je veux vous sensibiliser au fait qu'il se produit actuellement en France un scénario très grave, qui est très clairement le même que celui qui s'est produit en Iran dans les années 70. Je sais que comparaison n'est pas raison, mesdames et messieurs les députés. La France n'est pas l'Iran, Paris n'est pas Téhéran, mais je parle bien des mêmes mécanismes. Je ne sais quelles sont les conséquences qui s'en suivront. Et dans ces mêmes mécanismes, on a évidemment la convergence entre les islamistes et l'extrême gauche qui instrumentalise la cause palestinienne. Je crois, et j'en suis malheureusement de plus en plus convaincu après mes différents entretiens, mes longues enquêtes, que si l'islamisme a depuis longtemps imprimé sa marque terroriste en France, plus largement en Europe, je crois que si l'extrême gauche française, évidemment, n'a pas encore posé de bombes, mes enquêtes m'ont convaincu qu'il n'y a pas grand doute, peu à peu, nous allons nous diriger vers ce type de scénario. Et je ne viens pas vers vous pour être alarmiste, je viens vers vous parce qu'encore une fois, je suis un journaliste qui travaille sur ces sujets depuis 30 ans, que je suis un citoyen français et que donc j'ai évidemment l'obligation, en même temps que l'honneur, de vous parler. Mais je sais aussi aujourd'hui que je fais partie des rares enquêteurs à avoir tous les accès que j'ai auprès d'un certain nombre d'opérateurs ou d'anciens opérateurs des services de renseignement occidentaux qui travaillent sur l'Iran, mais aussi avec des interlocuteurs qui opèrent à l'intérieur de l'Iran et à l'intérieur. J'ai rencontré énormément de cadres de la confrérie, des frères musulmans, pour être très clair, en Égypte, au Pakistan, etc. Et j'en passe. Voilà, je fais ça, vous l'avez compris, depuis 29 ans. Je voudrais terminer d'un mot, en quelques lignes aussi. Je ne m'imaginais pas venir vous voir aujourd'hui quand même sans rendre hommage à cet ex-policier qui a travaillé pour le contre-espionnage français, parce qu'il est d'origine iranienne comme moi, mais il est français avant tout, qui s'appelle Mathieu Gadiri. Il a infiltré durant des années, je vous l'ai dit, les services secrets iraniens. Il a été une source précieuse d'informations et d'expertise. Bien sûr, il n'était pas la seule. Je vous ai dit les autres personnes que j'ai pu interviewer et que j'ai citées. Mais il m'apparaissait important de le mentionner parce que certains manipulent aujourd'hui nos propos. Je veux toujours rappeler que dans ces gens qui défendent l'islamisme, qui parfois sont d'origine orientale, comme moi, évidemment, je veux rappeler que ces gens-là ne sont pas légitimes. Les journalistes comme moi, les journalistes comme Nora, et aujourd'hui Omar Soleiman, je le crois, nous aimons la France, nous aimons la culture française, nous aimons la démocratie française, et nous avons la chance de temps en temps de tomber sur des policiers en fait, qui nous ressemblent, qui ont choisi la France. Voilà. Je suis à l'écoute de vos questions. Merci, M. Razavi, pour ce propos liminaire.
Qui appelle de ma part trois questions assez courtes, mais sur des besoins d'éclaircissement, avant que le rapporteur puisse poser ses questions. Vous remontez, bien sûr, concernant l'Iran, à ces années 78-79. Au niveau des formations politiques françaises de l'époque, y avait-il, qu'elles soient de droite ou de gauche, enfin, c'est à préciser, des liens qui existaient avec Khomeini quand il était sur le sol français à Neauphle-Château, je crois, à l'époque? Est-ce qu'il y avait des sympathies qui commençaient à s'exprimer ou non? Parce qu'effectivement, on voit souvent les rapports avec des mouvements islamistes plutôt à partir des années plutôt au XXIe siècle, on va dire. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a des racines qui peuvent être antérieures et qui datent de ces années-là? Merci de votre question, Monsieur le Président, parce qu'elle est très intéressante, votre question. Alors je vous réponds oui, évidemment, par l'affirmative. Lorsque l'ayatollah Khomeini était présent à Neauphle-le-Château, dans les Yvelines, où il avait trouvé refuge d'octobre 1978 à janvier 1979, il a reçu un certain nombre de mes confrères, donc de journalistes, d'intellectuels, etc., de gauche. Avant d'en venir aux politiques, je voudrais vous rappeler une chose, c'est que Jean-Paul Sartre a fait partie, le philosophe, Jean-Paul Sartre, cofondateur du journal Libération, faisait partie du comité de soutien à l'ayatollah Khomeini. Je vous rappelle qu'à l'époque, tout ça est en source ouverte. Il a publié dans Libération à l'époque des textes. Michel Foucault a publié dans le Nouvel Observateur, le Corriere della Sera des textes. Je vous rappelle que Michel Foucault, autre philosophe français, que l'on enseigne, en tout cas moi je l'ai eu à enseigner à Sciences Po, que Michel Foucault disait de l'ayatollah Khomeini qu'il était un saint. Tout ça pour vous dire que, évidemment, tout ce contexte, en fait, des intellectuels, si vous voulez, de gauche, des journalistes de gauche radicales, encore une fois, je fais vraiment la part des choses, sont des gens qui ont porté un discours auprès, évidemment, du pouvoir politique. C'est très intéressant. Je travaille beaucoup dessus, en fait. Il se trouve que vous me posez une question qui, pour moi, est d'actualité. Avec Jean-Marie Montali, nous travaillons sur ce sujet-là. Et en fait, on s'est rendu compte que, pendant qu'il y avait la révolution qui se jouait à Téhéran, que Yasser Arafat donc, soutenait la cause palestinienne, soutenait la cause iranienne. Je vous ai raconté les camps d'entraînement palestiniens dans la plaine de la Bekaa. Eh bien, il y avait une guerre d'influence qui se jouait en France, à laquelle participaient d'éminents intellectuels, donc comme Sartre, Foucault, Simone de Beauvoir. Et en fait, c'est ce qui a fait que Khomeini, quand il est rentré prendre le pouvoir en fait, en Iran, s'est dit il faut continuer à faire de la guerre d'influence, voilà, et qu'il a décidé, si vous voulez, de tout de suite profiter en fait de la présence des ambassades iraniennes dans le monde, et notamment de l'ambassade iranienne à Paris, pour faire ça. Et qu'ont-ils fait? Mathieu Gadiri, cet ancien policier du contre-espionnage français, vous le raconterez mieux que moi parce qu'il l'a vécu. Il a été recruté par les services secrets iraniens à l'époque, les services secrets de la République islamique, pour être très clair, qui ne savait pas du tout qu'il travaillait pour le contre-espionnage français. Donc quand ils l'ont approché, il a prévenu sa hiérarchie. Il le raconte d'ailleurs dans son livre qui s'appelle « Notre agent iranien ». Et sa hiérarchie lui a dit « Écoute, tu leur fais croire que tu vas travailler pour eux et comme ça on va les infiltrer ». Et donc il a passé des années à ramener une documentation extrêmement précieuse. J'ai eu l'occasion, moi, de parler avec un agent qui a travaillé longtemps avec Mathieu Gadiri, qui m'a dit que ce qu'il avait fait était exceptionnel. On parle souvent du renseignement israélien qui infiltre, les services iraniens, mais les Français l'ont fait. Et cet homme, si vous voulez, a eu pour mission des services secrets iraniens, croyant qu'il travaillait pour eux, d'infiltrer le Parti socialiste et d'approcher François de Grossouvre. À l'époque, il y a la guerre entre l'Iran et l'Irak, vous le savez, et évidemment, les services secrets iraniens veulent savoir quelle est la position de François Mitterrand concernant le conflit Iran-Irak. C'est pas la seule chose, c'est que Mathieu, il est officiellement aussi, il est un étudiant, il connaît bien les associations étudiantes, notamment en fait, qui sont issues des diasporas du Moyen-Orient. Donc évidemment, pour eux, c'est une perle. Voilà, ils vont découvrir quelques années plus tard qu'en fait, c'est un agent français. Mais pour répondre à votre question, et je voulais l'illustrer par quelque chose de concret, oui, évidemment, ça a été fait. Je vais même plus loin. Vous savez, quand j'ai interviewé Mohsen Shazegara, le cofondateur des Gardiens de la Révolution, avec Ali Akbar Motachamipour, il s'est marré parce qu'il m'a dit en riant, il m'a dit, vous savez, nous étions à Paris avec l'ayatollah Khomeini, enfin pas à Paris, à Neauphle-le-Château, pardon, en région parisienne, dit-il, et on était dans une chambre d'hôtel, et on s'est dit,
On va créer une armée parallèle, en fait, et quand on prendra le pouvoir en Iran, eh ben on la mettra, elle prendra le pouvoir avec nous, et cette armée parallèle s'appelle les gardiens de la Révolution, Made in Paris, ou Made in Neuf-le-Château. Merci. Deuxième question, vous avez indiqué, alors là c'est contemporain, que la République islamique a pour objectif de provoquer le chaos sur le sol français. Est-ce que la France est spécialement visée ou est-ce qu'il y a d'autres pays européens? Et si la France est spécialement visée, pourquoi? Je vais commencer par votre dernière question, Monsieur le Président, si vous le permettez. Pourquoi la France est-elle visée? Aux yeux de la République islamique, aux yeux des dirigeants du régime iranien, la France est le pays qui a le plus d'influence en Europe. On peut débattre à l'envi du sujet, mais c'est ainsi, je vous parle de perception, c'est ainsi que les services secrets iraniens perçoivent la France. Ils la perçoivent aussi comme une puissance militaire qui les gêne considérablement, notamment dans le Golfe Persique. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sans ignorer que la France dispose d'une base interarmes à Abu Dhabi qui est de très haut niveau, je crois que c'est même un euphémisme que de dire ça, et d'une marine aujourd'hui de pointe qui est de très haut niveau et dont les navires, les frégates circulent régulièrement dans le détroit d'Ormuz pour prévenir toute attaque de la marine des gardiens de la Révolution. Je vous en parle à dessein, pourquoi? Parce que le détroit d'Ormuz, j'y suis allé plusieurs fois, je l'ai traversé 4 ou 5 fois, et la dernière fois que je l'ai fait, c'était pour Paris Match avec un photographe qui s'appelle Bernard Sidler. Nous avons été autorisés à monter à bord d'un hélicoptère des services de renseignement de la marine, donc c'était vraiment un scoop exclusif, et nous sommes allés survoler les navires de guerre iraniens qui sont dans le détroit. Et on voit bien que la France fait aujourd'hui un travail, si vous voulez. Ces navires, ils écoutent aussi les communications des navires iraniens. Bref, on voit bien que l'Iran nous craint. Ça, c'est une réalité. Face à cette crainte, il y a 2 options. La diplomatie de la terreur. Donc, c'est poser des bombes, c'est ce qu'ils font depuis 45 ans, tout en nous disant qu'ils veulent négocier avec nous. C'est prendre des otages, évidemment, comme les 2 qu'il y a actuellement, en fait, en Iran. Et c'est aussi faire de l'ingérence, nous manipuler. Quand je dis qu'ils veulent, pour revenir à votre première question, pourquoi ils veulent porter en fait le chaos chez nous? Simplement parce qu'ils veulent nous montrer qu'ils ont les moyens de déstabiliser en fait le pays. Et il ne vous aura pas échappé que depuis 3 ans, notre pays est profondément déstabilisé par toutes les manifestations qu'il y a à la suite de l'importation du conflit israélo-palestinien sur notre territoire. Et ils entendent en profiter. Pourquoi? Pour faire pression sur les opinions publiques. En fait, il y a toujours l'instrumentalisation de cette cause palestinienne. C'est ça qu'il faut comprendre. Pour faire pression sur les opinions publiques, pour faire pression, amadouer aussi un certain nombre d'intellectuels qui sont sensibles à la cause palestinienne, que je ne remets pas en question d'ailleurs. Pour moi, le sujet n'est pas la cause palestinienne. Le sujet sont les organisations terroristes palestiniennes. On peut tout à fait être sensible à ce qui se passe, évidemment, à Gaza ou en Palestine en général. Pour autant, on ne peut pas prendre parti pour des organisations terroristes en nous faisant croire que ce sont des organisations de résistance. Encore une fois, j'en ai vu certaines tuées sous mes yeux, donc vous comprendrez que je n'ai pas beaucoup de sympathie pour elles. Donc il y a ça. Et donc en permanence, la recherche, c'est quoi? C'est nous influencer. Nous influencer pour faire quoi? C'est pour faire en sorte que nous poussions à notre tour donc la République française, qu'Emmanuel Macron très clairement, que la diplomatie française, pousse Israël à retenir ses coups à Gaza, au Liban, contre le Hezbollah et évidemment contre la République islamique. Il y a aussi un dossier épineux, c'est le dossier du nucléaire. Et là aussi, on l'a raconté, je ne vais pas y revenir parce qu'on l'a raconté avec Jean-Marie Montali de façon très détaillée dans notre livre. Et là aussi, il y a eu un jeu d'influence et de manipulation qui a été extrêmement important. Voilà, Monsieur le Président. Merci pour ces éclaircissements. Le troisième et dernier point, c'est une question assez courte, mais vous avez fait état de relations qui pouvaient exister entre des mouvements islamistes avec des partis français, et pas seulement, d'après ce que j'ai compris, avec les dirigeants, mais également avec la base, avec les militants. Donc, comment se font ces liens via des adhérents, des militants? C'est aussi une question qui est très importante. Je vous remercie, Monsieur le Président, parce qu'on va vraiment, je trouve, au fond des choses. Un élément qui est très important, ce sont les universités. Les services secrets iraniens considèrent, depuis 46 ans, qu'il faut miser, c'est ce qu'ils ont fait avec Mathieu Garrieri, sans savoir que c'était un agent français, mais considèrent qu'il faut recruter dans les universités
Et parfois, ils envoient d'ailleurs, on a donné des exemples dans le livre, La pieuvre de terrain avec Jean-Marie, ils envoient directement en fait, des étudiants iraniens étudier évidemment dans nos universités, mais pour faire aussi de l'espionnage et de l'influence. Alors pourquoi c'est important? Parce que dans les universités, ils peuvent approcher comme cela les associations en fait, étudiantes qui, on le sait, sont souvent politisées, qu'elles soient de gauche, de droite, voilà. Et donc leur jeu, c'est justement de les approcher pour essayer de les animer, de les pousser à faire, organiser des événements, à organiser parfois des sittings, à organiser des manifestations. Mais il y a une chose qui est importante. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont les services secrets russes qui ont formé les services secrets iraniens. Je ne suis pas un spécialiste des services secrets russes, pour être très clair avec vous, mais j'ai appris une chose grâce à mes confrères qui travaillent dessus, c'est que les Russes travaillent sur le temps long. Et les Iraniens ont fait donc exactement la même chose. C'est-à-dire que quand ils investissent sur une jeune fille, une jeune étudiante ou un jeune étudiant qui a 24, 25 ans, qui est doctorant par exemple, qui se spécialise sur le Moyen-Orient, en général c'est les profils à la fac, ils savent que d'ici 4, 5, 10 ans, il va se retrouver sans doute soit chercheur de haut niveau dans une université, soit peut-être journaliste, soit peut-être travailler en fait au Quai d'Orsay, que donc il va pouvoir approcher des gens qui ont de l'influence, il va pouvoir approcher aussi des gens de partis politiques, parce que nous l'oublions pas, ils approchent les associations étudiantes qui sont elles-mêmes politisées. Donc ils vont chercher déjà une matrice, si vous voulez, politique. Et donc il ne faut pas du tout s'étonner qu'on retrouve un certain nombre de gens aujourd'hui qui répètent à l'envi, moi je suis parfois atterré par ça, surtout quand je connais le parcours de ces gens, qui répètent à l'envi, si vous voulez, les éléments de langage de la République islamique d'Iran et qui finalement, si vous voulez, se lavent les mains, pardonnez-moi, du sang qui est versé à Téhéran contre la population et notamment contre les jeunes Iraniens. Merci, monsieur le rapporteur. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Monsieur Razavi, merci pour votre présence. Alors, on a demandé votre audition suite aux auditions de vos confrères, Nora Bussini et Omar Youssef Souleyman, qui nous ont parlé de vous. Et c'est pour ça qu'on a souhaité compléter leurs auditions avec la vôtre. Merci d'avoir fait le déplacement. Merci pour votre courage, parce que vous l'avez dit dans votre propos liminaire, et c'est vrai, il n'est pas évident de parler d'islamisme. On sait que vous faites l'objet de menaces. Et vraiment, je pense que la représentation nationale peut être reconnaissante du témoignage courageux et non à huis clos que vous voulez porter aujourd'hui, en présence notamment de la presse. Merci pour tout ça. Je voulais rebondir sur un de vos propos, parce que votre propos liminaire était tellement complet et ceux du président ont été tellement bien complétés que les questions que j'avais prévu de vous poser, au moins les 3/4, ont déjà trouvé leur réponse. Mais je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure en parlant de la plainte ou des plaintes d'Avocats sans frontières. D'ailleurs, on a demandé à ce sujet une contribution écrite à Gilles-William Golnadel, qu'on lira avec beaucoup d'attention. Vous avez dit, je vous cite, « Étonnamment, les gens ne sont pas poursuivis ». Alors, moi-même, j'avais fait un signalement au procureur de la République pour un élu de mon territoire qui s'appelle Ismaël Boujdekada, qui a fait l'objet déjà d'une première condamnation pour apologie du terrorisme et qui a renouvelé certains propos absolument édifiants sur Twitter en faisant du chef du Hamas un martyr. Et pour ce qui me concerne, en tout cas, les suites ont été données par la machine judiciaire. Simplement, je voulais savoir, quand vous dites étonnamment, les gens ne sont pas poursuivis, est-ce que vous pensez que c'est parce qu'il y a un trou juridique dans la raquette, parce que la notion d'apologie du terrorisme est une notion quelque peu abstraite, qui peut quelquefois sembler difficile à cerner, ou est-ce que vous pensez qu'on a aussi un manque de courage politique dans ce pays sur ces sujets-là ? Merci, monsieur le rapporteur, de votre question, qui est aussi importante. Je crois que les temps ont changé, je crois qu'on s'est habitué à certaines formes de discours, c'est-à-dire que des choses qui sont illégales, mais qui sont répétées à l'envi et banalisées à l'envi, finalement, deviennent acceptables. Et en fait, on est, depuis quelques années, on voit la société évoluer dans ce contexte-là. Après, vous m'avez fait vraiment l'immense honneur, et vraiment, je vous en remercie encore une fois, de m'inviter à venir témoigner ici. Vous savez, ce sur quoi je travaille, ce sur quoi travaille Nora Bussini, ou ce sur quoi travaille en fait Omar, ce sont des choses qui sont extrêmement compliquées. Et je trouve formidable aujourd'hui que des députés prennent le temps de nous entendre.
de travailler sur le sujet, mais je comprends bien en même temps que les juges et un juge lambda n'a pas les compétences ou n'a pas les connaissances forcément que nous avons. Et si vous parlez en fait de trous dans la raquette, je pense qu'aujourd'hui la magistrature devrait être un peu plus peut-être sensibilisée, si vous voulez, aux choses, par exemple, que je viens de vous raconter, monsieur le rapporteur. Ça, c'est important. Mais il y a une chose de toute façon qui est très claire à mon sens, c'est que quand on voit Rima Hassan, Thomas Porte, enfin ces gens-là se compromettent, pardonnez-moi, il n'y a pas d'autre mot, et j'assume les conséquences de mes propos, si tant est qu'il y en ait. Ces gens-là se compromettent avec des éléments travaillant pour des organisations terroristes comme le FPLP. Ces gens-là se compromettent avec Salah Hamouri. Je sais qu'on ne doit pas dire de nom, mais pour le coup, il a tellement été employé. Non, je tiens à préciser que la règle n'est pas de dire des noms ou pas dire des noms. C'est l'autre jour, il y avait une succession d'exemples qui se sont donnés, et j'ai simplement indiqué que ce qui nous intéressait, c'était les situations et les cas. Que des noms soient donnés, il n'y a aucun problème en général. C'était simplement, comme il y avait 7-8 cas, on n'allait pas se crisper sur. Non, mais je comprends, Monsieur le Président. N'hésitez pas, si besoin est. Mais encore une fois, ce n'est pas un tribunal, on ne fait pas un procès, on ne montre pas du doigt, mais on peut citer des noms sans problème. Je le comprends bien, et je crois qu'ils assument de toute façon, comment dire, leurs engagements. Rima Hassan, très clairement, Mathilde Panot, Thomas Porte, Sébastien Delogu. Erzilia Soudé d'ailleurs, tous ces députés de la France insoumise ont donné des conférences. J'ai envoyé hier, parce qu'ils font le ménage maintenant sur Internet, donc on ne retrouve pas forcément les éléments que je vous ai adressés, madame, mais on a des photos, on a des vidéos. Quand on vous en parle, c'est qu'on a documenté. Vous savez, on sait que c'est tellement sensible. Parfois, même les policiers qu'on interviewe, ils sont très, très épatés par la façon dont nous travaillons. On documente tout, d'accord ? Et évidemment, ces gens-là se compromettent avec des membres d'organisations terroristes, mais en revanche, vous savez, je pense qu'un juge ne sait pas forcément cela. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un travail. Vous savez, moi, je pense que. Vous savez pourquoi je suis heureux d'être devant vous, dans cette assemblée. Je pense qu'il est temps qu'il y ait un débat national sur le sujet, parce que je pense que la France, je pense que la démocratie, je suis très attaché à la démocratie française est en danger. Je vous l'ai dit tout à l'heure, plus mes enquêtes avancent, et je ne fais pas mes enquêtes depuis hier, ça fait presque 30 ans que j'enquête sur ces sujets-là, plus je vois le danger arriver. Vous comprenez bien que quand des gens cautionnent la violence à Gaza, quotidiennement, à la télévision, dans des émissions de radio, place de la République, dans des manifestations, viendra le moment où des cerveaux, je dirais, mal façonnés, des esprits faibles, passeront aussi à l'action sur le territoire français. Et ce ne sera pas que sur le territoire français d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, ce que vit la France, l'Espagne le vit. J'ai vécu quelques années en Espagne, ça va très très vite. Vous avez, les services secrets iraniens sont très très puissants d'ailleurs en Espagne. C'est vrai aussi en Allemagne. Donc je pense aujourd'hui qu'il faut absolument, et j'espère que ce sera à l'issue de vos travaux le cas, je pense qu'il faut absolument faire de ce dont je viens vous parler aujourd'hui, de ce dont vous ont parlé mes confrères et consoeurs, vraiment un débat national. C'est très grave ce qui est en train de se passer. Merci. Notre rapporteur reprendra ces séries de questions tout à l'heure. Madame Mianan, qui était ici présente et qui doit s'absenter, va pouvoir poser sa question. On remercie le rapporteur de sa compréhension. Madame Mianan. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le rapporteur. Merci beaucoup pour ce témoignage, Monsieur Razavi. Vous avez vraiment toute notre admiration pour le courage dont vous faites preuve, comme d'ailleurs Nora Bussini ou Omar Youssef Souliman qui sont venus aussi témoigner, parce que vous avez choisi, non pas le huis clos, mais vous avez choisi de rendre cette audition publique, et vraiment, ce courage vous honore. Voilà. Alors, vous avez donné beaucoup d'explications, effectivement, et dans la pieuvre de Téhéran, vous décrivez l'influence iranienne, et vous affirmez que les services de renseignement français ont une connaissance fine de ce réseau, mais il existe, et vous en avez un petit peu parlé, un véritable décrochage du côté politique, une absence de volonté d'agir que vous qualifiez de naïveté coupable vis-à-vis d'un État qui est un État terroriste. Et vous allez même jusqu'à suggérer, alors vous en avez un peu parlé, la fermeture de l'ambassade d'Iran
à Paris, que vous venez de qualifier de plaque tournante de cette propagande. Alors, j'ai plusieurs questions par rapport à ça. Là, ma première question, quand vous parlez de naïveté coupable, d'après vous, est-ce qu'il peut encore s'agir d'ignorance? Alors, vous venez de dire que oui, mais pas que. Mais est-ce que vous pensez que les élus, par exemple, que vous venez de citer, d'extrême gauche, choisissent cette cause par naïveté, par aveuglement ou par une complicité réelle et assumée, notamment avec la République islamique d'Iran? Et la deuxième question, c'est quel risque spécifique identifiez-vous à l'approche des prochaines élections municipales, notamment en termes de clientélisme communautaire ou de complaisance d'élus locaux face à ces réseaux d'influence? Est-ce qu'il y a vraiment un entrisme spécifique lié à ces élections municipales? Je vous remercie. Merci Madame Yadan. Monsieur Razavi. Merci infiniment pour vos mots qui me touchent infiniment, Madame la députée. Venant de vous, vous êtes très courageuse, donc ça me touche énormément. Pour répondre à vos questions, il y a des gens qui s'engagent en soutien à la cause palestinienne, et pour moi, ça ne fait pas débat, je respecte, je dirais, tous les engagements. Les gens dont nous parlons soutiennent des organisations terroristes comme le FPLP, le Hamas, le djihad islamique. Ces gens-là font ça parce que ils sont mus par un esprit révolutionnaire. Je vous l'ai beaucoup dit dans mon propos liminaire, la convergence entre les islamistes et l'extrême gauche en Occident repose, mais c'était vrai aussi en Iran, repose sur un ciment, un pilier, dirais-je, révolutionnaire. C'est vraiment important de bien noter ce mot, derrière lequel, évidemment, on retrouve l'anti-impérialisme, l'antisionisme, qui est de l'antisémitisme à peine masqué, et l'anticolonialisme. Donc ces gens-là savent très bien en fait ce qu'ils font. Si on parle en tout cas des Delogu, Porte et compagnie, écoutez, je veux bien qu'ils soient naïfs jusqu'à un certain point. C'est pour ça que je parle de naïveté coupable. Voilà, c'est que ces gens-là savent très bien en fait ce qu'ils font. Ils savent aujourd'hui qui ils soutiennent et quand bien même ne l'auraient-ils pas su au début de leur engagement. Je crois qu'il y a eu suffisamment d'enquêtes publiées par des journalistes. On a beaucoup parlé de ma consoeur Nora, de Omar, mais vous avez Michael Prazan qui a écrit un livre absolument formidable sur ce qu'est le Hamas, qui raconte les écosystèmes de Gaza. Enfin, il y a une littérature abondante. Il y a dans la presse française, de gauche comme de droite, du Nouvel Observateur au Figaro Magazine, je pense, un nombre d'enquêtes phénoménales. Et vous imaginez bien que les trois intervenants que nous sommes, on ne les a pas tous écrits. Donc, je veux dire par là que ces députés de la LFI, ils ont tout moyen quand même de se renseigner, de se cultiver, d'approcher d'ailleurs des journalistes. Hein. Ils peuvent nous questionner. Moi, je ne demande pas mieux. Je l'ai dit d'ailleurs lors d'une intervention à la télévision au mois de juillet. Moi, si M. Mélenchon demain veut qu'on débatte, j'ai aucun problème. Voilà, et je viendrai également avec les éléments que je vous ai passés. Donc, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, ils sont inscrits dans un schéma révolutionnaire. Il faut bien l'entendre. C'est bien pour ça que je parle de danger. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas en permanence, si vous voulez, cautionner la violence sans à un moment basculer dedans. Et je vous dis ça parce que je suis un peu particulier parmi mes confrères. C'est que moi, quand je travaille sur mes enquêtes, j'aime bien interviewer des psychiatres. Et donc, je fais travailler les psychiatres qui m'accompagnent sur, évidemment, les motivations des gens qui rejoignent ces mouvements révolutionnaires. Aussi sur les textes, je leur fais analyser les textes. Je l'ai fait d'ailleurs pour les textes de Khomeini, je les ai fait analyser par 2 psychiatres. Je le raconte dans mon livre « La face cachée des mollahs ». Vous m'avez posé une deuxième question sur, finalement, sur les élections municipales. Je vous en prie, madame. Oui, si vous voulez. De toute façon, on a le temps encore pour les votes, chers collègues. Là, j'ai la motion prochaine. Oui, mais il n'y a pas. Enfin, dans 15 minutes, c'est donc. Les alertes des groupes sont différentes. Donc on va mettre. Ah bon, d'accord. Alors dans ce cas-là, je reste. Ouais. Et nous assumons si tu ne peux pas voter. Très bien. Pardon. Vous parliez donc des élections municipales. Et je crois que le communautarisme est un enjeu important de ces prochaines élections. Alors moi, je peux vous donner des exemples précis. Encore une fois, vous ne m'en veuillez pas, je ne suis pas très analytique. Moi, je suis reporter, donc je vous raconte ce que je constate sur le terrain. Et j'ai constaté
Je vous ai parlé de Dijon dans le propos liminaire. Évidemment qu'aujourd'hui, vous voyez cet imam dont j'ai parlé, islamiste, dont il est documenté qu'il est lié aux frères musulmans, etc. Cet imam, aujourd'hui, il est devenu un véritable levier électoral pour différents candidats en fait à Dijon. Pas que de gauche, il l'est en fait pour la mairie socialiste. En fait, il a été pendant des années, il l'est encore, mais il est aussi donc pour cet ex-député, pardonnez-moi, et ex-ministre qui va se compromettre dans ces événements. Donc évidemment, on l'a raconté d'ailleurs en détail. Moi, j'ai fait une longue enquête en fait pour le journal en ligne Atlantico sur ce qui s'est passé à Dijon. C'est un cas, si vous voulez, qui illustre d'ailleurs ce qui se passe au niveau national. Vous avez exactement la même chose dans d'autres villes, par exemple comme Annecy. Où à Annecy, il y a 2 ou 3 semaines, la municipalité a décidé d'octroyer un terrain à une association dont on sait qu'elle est proche des frères musulmans pour qu'elle y bâtisse une mosquée. Et que, d'ailleurs cette mosquée est supposée, alors je ne sais pas si ça sera le cas ou pas, mais enfin elle est supposée ériger en tout cas un minaret extrêmement haut, peu importe. Le fait est que personne ne s'est préoccupé de savoir qui était derrière, qui l'a financé. On a expliqué, les gens de l'association qui portent ce projet de mosquée ont expliqué que c'était des dons. On parle quand même de peut-être 6-7 millions d'euros de financement. Donc je veux bien, moi, que la communauté des croyants finance par des dons. Je voudrais faire une parenthèse. Je le redis parce que je ne veux pas qu'il y ait d'ambiguïté. Je suis d'origine iranienne. Je pense que vous avez tous compris qu'il y a des musulmans dans ma famille, forcément, et que j'ai grandi vraiment entre 2 cultures. Donc je n'ai pas de sujet là-dessus. Et je ne dis rien. Je ne tiens aucun de ces propos de façon, cynique. Je veux être très clair là-dessus. Mais évidemment, il faut arrêter d'être naïf. Donc comment la mairie peut-elle, si vous voulez accepter ça, évidemment, il y a une pression, on le voit bien, puisque Atlantico, à nouveau, me demande de travailler en fait là-dessus. On voit bien qu'il y a des pressions à la fois en fait des écologistes, des pressions en fait de la France insoumise, que dès que vous posez d'ailleurs les questions du financement, vous faites traiter en fait de fascistes, de racistes, ce qui est complètement idiot. Et on voit globalement d'ailleurs que les conseillers municipaux de droite, ils ont plutôt été assez aux abonnés absents sur le sujet, parce qu'ils ont peur justement de se faire traiter, j'imagine en tout cas, de racistes. Il y a un conseiller municipal LR qui a osé poser la question, qui s'appelle Nicolas Krivoboc, et il s'est fait évidemment insulter, et ses collègues, en tout cas moi en tant que journaliste, je n'ai pas je vois ça, je regarde ça de près, je n'ai pas vu les gens de LR à Annecy en tout cas réagir. Et donc bien sûr que ça devient un enjeu, parce que les uns en font un enjeu pour récupérer des voix, et les autres se disent « Oula, on n'a pas envie d'être fâchisés », et donc sont devenus les otages, si vous voulez, de cette extrême gauche. C'est quand même ça la réalité, mais Madame la députée, si vous le permettez, moi je constate ça, c'est pas nouveau. Vous savez, j'ai écrit en 2004 ou 2005, vous m'excuserez sur la date, je m'en souviens plus, mais en tout cas il y a 20 ans, un livre qui s'appelait « Frères musulmans dans l'ombre d'Al-Qaïda », où je racontais que les frères musulmans, c'était la matrice du djihadisme contemporain. Ils sont à l'origine du Hamas, ils sont à l'origine d'Al-Qaïda. Abdallah Azzam, le fondateur d'Al-Qaïda et mentor de Ben Laden, c'est un frère musulman, c'est d'ailleurs un théoricien important des frères musulmans. Je racontais il y a 20 ans que ces gens-là deviendraient des leviers électoraux, qu'ils créeraient leur propre liste. À Annecy, j'ai cru entendre qu'il y avait une liste communautaire qui allait se présenter. C'est la République française quand même dont on parle. Pardonnez-moi, c'est très très surprenant de voir qu'on a des listes communautaires. Moi, mon père, pardonnez-moi, je veux quand même le dire, mon père immigré iranien m'expliquait, j'avais 12 ou 13 ans, il expliquait à mes sœurs plus âgées qu'en France, on s'assimilait. Voilà. Et donc aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une volonté d'exploiter le communautarisme et d'exploiter en fait des fractures. Évidemment, toutes ces puissances, alors toutes les puissances hostiles à la France aujourd'hui, parmi lesquels il y a l'Iran et leurs services secrets, évidemment qu'elles exploitent ça. Je vous l'ai raconté pour Dijon, je vous disais que ça représentait des écosystèmes qui sont des écosystèmes très importants pour eux. C'est pour ça qu'ils placent aussi des agents dans ces villes-là. C'est pas qu'à Paris que ça se passe, l'espionnage et l'influence. Ça se passe dans tout l'Hexagone. Vous avez d'ailleurs une dame iranienne à Lyon qui a été arrêtée il y a quelques mois, pour les mêmes raisons. Merci, monsieur le rapporteur.
Merci, Monsieur Razavi. Cette question, j'allais justement la poser sur les élections municipales, donc c'est très bien. Je voulais simplement revenir sur le phénomène d'entrisme à l'université, parce que c'est un problème, je pense, absolument majeur. Vous avez visé tout à l'heure des vecteurs d'infiltration qui seraient ici en France, par exemple, de l'Iran, par l'apport d'étudiants qui serviraient de vecteurs d'entrisme à l'islamisme iranien. On observe évidemment la présence d'étudiants qui sont nombreux aux manifestations que vos collègues ont visées, qui sont assez antagonistes d'ailleurs, parce que c'est auprès d'élus de gauche qui ont tendance à prôner l'égalité homme-femme, prônent évidemment l'ouverture à la communauté LGBT, alors qu'on sait que tous ces mouvements sont mis à mal dans ces pays islamistes. Donc on observe un antagonisme total. Et puis chez ces jeunes, on se rend compte quand on les interroge qu'ils sont incapables ne serait-ce que de définir le sionisme. Pour eux, le sionisme, c'est la politique de Netanyahou à Gaza. Enfin, ils mélangent un peu tout. Pourtant, c'est des jeunes qui ont Bac+3, quelquefois Bac+4 et plus, qui font partie d'universités prestigieuses. Et donc, on est en droit de s'inquiéter quand même de cet entrisme. Alors, cet entrisme, il vise, vous l'avez dit, des étudiants, mais est-ce qu'il y a aussi, selon vous, des vecteurs d'influence chez les professeurs d'université ? Et si oui, dans quelles conditions ils sont finalement, ils deviennent ces vecteurs ? La réponse, monsieur le rapporteur, et je vous remercie de votre question, est oui. Il y a aujourd'hui au sein de la communauté enseignante des gens qui, par naïveté, parfois par idéologie, peuvent relayer une idée qui est favorable aux frères musulmans. J'en étais le témoin, je vais vous dire, il y a 6 ans de cela, ou 7 ans de cela, ma fille passait son baccalauréat, et en classe de terminale, un de ses professeurs qui leur parlait des religions en est venu à parler, en parlant d'islam, des frères musulmans, en leur expliquant que les frères musulmans, c'était une organisation pacifiste, je cite. D'accord ? Je suis allé le voir, ce professeur, très gentiment d'ailleurs, parce que j'imaginais que lui-même ne savait pas forcément de quoi il parlait. Et il s'excusait, il m'a dit précisément, écoutez, je raconte aux élèves, je parle aux élèves de ce que l'on me demande dans mon programme de parler. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ce qu'il m'a répondu, en tout cas c'est ce qu'il m'a répondu, et je veux bien le croire, je n'ai pas de raison d'en douter. Évidemment, quand vous voyez, il y a un lien quand même entre ces associations étudiantes et certains enseignants, très souvent, il ne vous a pas échappé que dans certaines universités, vous avez quand même des recteurs d'université, vous avez des professeurs, des enseignants qui ont eu des propos qui étaient favorables aux organisations proxy de Téhéran comme le FPLP ou le Hamas. Donc bien sûr, et je pense que votre question, d'ailleurs, j'imagine peut-être que je me trompe, vous me corrigerez, mais elle sous-tend en fait une autre question. N'y a-t-il pas aujourd'hui, je parlais de débat national, mais ne faut-il pas complètement reprendre en charge, l'éducation nationale, mais aussi ce qui se passe dans nos universités ? Pour moi, c'est un vrai sujet. Je pense que ça commence à l'école. On ne peut pas reprocher à des gamins de 16-17 ans de se retrouver soutien, si vous voulez, de la cause palestinienne, qui, encore une fois, pour moi, n'est pas un sujet, mais en l'occurrence de proxys qui sont des proxys terroristes, quand ils ne le savent pas eux-mêmes et qu'ils répètent à l'envi ce que des militants ou des professeurs parfois leur ont raconté. Je parle à dessein parce que j'ai d'autres cas. Pour le coup, là, c'est moi qui ferai exprès de ne pas donner le nom là, on pourra en parler peut-être en off, mais évidemment, jusqu'à Sciences Po aujourd'hui, jusqu'à l'IEP, d'accord, vous avez des gens qui relayent un discours qui est un discours très complaisant avec ces proxys-là, et qui évidemment donc manipulent d'une façon ou d'une autre certains étudiants. Attention, je ne mets pas en cause l'IEP qui a des enseignants formidables, mais vous trouvez toujours des exceptions. Et ces exceptions, malheureusement, elles ont souvent de l'influence sur un certain nombre d'étudiants. Il y a une autre chose qui est importante. Je crois que je vous le disais dans le propos liminaire, au mois de février, l'ambassadeur de la République islamique d'Iran à Paris a reçu les étudiants de 12 grandes écoles et universités de la région parisienne. Moi, quand évidemment j'ai appris ça, j'ai fait une publication très vite sur Twitter et le ministre de l'Intérieur, d'ailleurs, Bruno Retailleau, m'a fait savoir par quelqu'un de son cabinet qu'il avait vu, qu'il allait évidemment se renseigner. Je ne connais pas les suites de l'enquête. Ce qui est sûr, c'est qu'évidemment, quand l'ambassadeur de la République islamique d'Iran, État terroriste, on n'en a pas parlé, c'est pas le sujet, mais c'est un État narco,
qui est très important. L'Iran, quand ils reçoivent des gamins comme ça, de quoi parlent-ils? De géopolitique. Et dans la géopolitique, de quoi vont-ils parler? Évidemment du Moyen-Orient, évidemment du Proche-Orient, évidemment d'Israël, et évidemment de ce qui se passe à Gaza. Et vous imaginez bien que l'ambassadeur de la République islamique d'Iran à Paris ne va pas se montrer des plus sympathiques, si vous voulez, avec l'Occident et évidemment avec Israël face à ses étudiants. Donc des choses comme ça, il s'en produit, mais à l'envi, mais des dizaines et des dizaines chaque année sur notre sol, parfois avec... Alors, quand je dis avec la complicité ou le partenariat de certains enseignants, nous on a compris en enquêtant d'ailleurs que, vous voyez, le numéro 2, enfin qui sert un peu aussi de directeur de cabinet à l'ambassade d'Iran, Ali Reza Khalili, il est intervenu dans une grande école pendant des années. Mais les gens qui le faisaient venir ne savaient absolument pas pour qui il travaillait derrière. Ils savaient qu'il travaillait pour l'ambassade d'Iran, il s'en cache pas, mais que c'était un agent, je dirais, opérationnel des services iraniens, ça il ne le savait pas. Merci beaucoup pour votre réponse qui est assez complète. Je vais un petit peu pousser encore un petit peu les choses. Nous sommes un pays qui a été frappé par des terribles attentats islamistes. Nos services de renseignement se sont mis au travail pour développer un antiterrorisme performant pour éviter que ces terribles attentats se renouvellent sur notre sol. Et puis il y a parallèlement le combat contre l'entrisme aussi, qui peut-être n'a pas tout à fait encore les mêmes armes. Et moi, je suis quand même assez étonné de voir le niveau d'entrisme à l'université, au dire des auditeurs qu'on auditionne depuis le début de cette commission d'enquête, sachant qu'une commission d'enquête, elle a quand même vocation à être un instrument de contrôle de la représentation nationale sur le gouvernement. Et je me demande un petit peu quelles peuvent être les responsabilités politiques, parce que les enseignants-chercheurs dépendent quand même d'un ministère, dépendent d'une hiérarchie, et quand on connaît l'incidence de ces professeurs sur leurs élèves, ce qu'on visait tout à l'heure, on est en droit quand même de se demander quelles sont les responsabilités politiques là derrière. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, vous ? Alors, je suis très mal placé, et vous m'en excuserez, pour parler de responsabilité politique, parce que je n'ai pas la compétence que vous avez, pour le coup, pour parler de cela. D'ailleurs, je vous dirais même une chose, c'est que lorsque je parle d'élus qui appartiennent à tel ou tel parti, je ne vise pas particulièrement, alors sauf pour LFI, où c'est devenu quand même un peu du vice, mais je ne vise pas particulièrement les partis en question. Je comprends bien que tout le monde n'est pas parfait dans une organisation, en fait, humaine, et évidemment, donc, politique. Je pense aujourd'hui, si je devais répondre à votre question, j'aborderais plutôt la dimension philosophique. Quand je vous dis qu'il faut un débat national, ça veut dire qu'il faut repenser ce que nous voulons en termes de projet de société. Est-ce que nous voulons en fait une France qui soit une France multiculturelle ? Ou est-ce qu'on veut une France qui soit une France... Moi, je suis d'origine iranienne, je vous l'ai dit, j'ai grandi, donc je suis un biculturel, binational, comme on le dit, mais pour moi, il n'y a pas de sujet, je suis français. Mais moi, on m'a appris chez moi que c'était la France qui passait avant tout. On m'a appris, moi, que c'était le drapeau français qui passait avant tout, que c'est la République qui passait avant tout. Je me suis toujours assez peu préoccupé des opinions, que des gens soient de gauche, de droite, m'importe peu, parce que je considère qu'on est en démocratie. Je suis journaliste, j'aime le débat. En revanche, je pense que lorsque l'on prend parti pour une organisation terroriste, on prend le parti, en fait, de l'étranger, et notamment de puissances hostiles. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'il faut avoir un vrai débat sur ce que l'on veut faire de notre pays dans les années qui viennent. On est un certain nombre, je pense, ici à avoir des enfants. Quel type d'héritage va-t-on leur laisser? Et ce débat, il faut y faire participer, à mon sens, bien sûr, les enseignants du supérieur comme les enseignants en fait du primaire et du secondaire, mais il faut y faire participer, je pense, les partis politiques aujourd'hui. Il faut aussi ne pas avoir peur des choses. Comment se fait-il que moi, mais je crois que c'est le cas pour Nora, que je connais bien, nous sommes d'origine orientale, nous sommes d'origine immigrée, mais on assume pleinement et on revendique pleinement notre identité française, notre identité républicaine. Donc pourquoi nous n'avons pas peur, nous sommes totalement fiers de cela, et pourquoi des gens aujourd'hui, on les laisserait, je pense notamment à ceux de LFI, et y compris dans le monde étudiant ou universitaire, des gens proches de ces mouvements-là, pourquoi on les laisserait dégrader notre démocratie, notre
République. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut que ça s'arrête, mais donc il faut prendre des mesures. Mais je vous disais tout à l'heure, monsieur le rapporteur, que je pense que les temps ont changé. Des choses qui sont illégales, comme prendre position pour un proxy palestinien de Téhéran comme le FPLP, qui est une organisation listée terroriste en Europe, on voit bien qu'aujourd'hui, des gens le font très librement et ne sont pas poursuivis. Ils ne sont pas poursuivis. Donc c'est bien pour ça qu'on est arrivé à un moment dans la société, je suis journaliste, je m'intéresse quand même à ce qu'est la société française, il faut se demander ce que nous voulons en faire. Alors je ne sais pas si je réponds bien de fait à votre question, hein, j'ai bien compris qui ciblait vraiment le politique, mais j'ai moins de compétences que vous, mais je vous donne par contre ma vision. De toute façon, on ne changera pas et on ne fera pas évoluer le politique si on n'aborde pas des questions. La politique, pour moi, c'est d'abord de la philosophie. Donc il faut aborder ces questions et c'est pour ça que je parle de débat national. Ça peut faire une conclusion, mais qui ouvre sur des perspectives. Parce qu'effectivement, je crois aussi que notre commission d'enquête s'inscrit dans ce débat. Écoutez, il me reste à vous remercier. Vous pouvez répondre par écrit aux questions qu'on vous a envoyées. Et puis peut-être suite à nos échanges, vous avez également les éléments à nous transmettre. Et donc, nous vous remercions encore une fois pour votre disponibilité. Monsieur le Président. La séance est suspendue. Nous reprendrons nos travaux à 18h30 avec l'audition de M. Galeb Benchek, président de la Fondation pour l'Islam de France. Je vous remercie. Merci beaucoup.